Bonjour à tous et à toutes. Je suis Théo Marchand, doctorant en bioélectronique au sein de l'École des mines de Saint-Étienne et au sein de la startup Okidia, qui développe des solutions d'aide au diagnostic pour les troubles du neurodéveloppement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est l'hygiène numérique. On va du coup voir différentes définitions et concepts pour comprendre de quoi il s'agit. On va bien sûr aussi donner quelques chiffres clés pour situer tous ces concepts. Et après, je vais parler des dangers du numérique et des écrans, donc spécifiquement chez les enfants, avec différents aspects. Et on temporisera avec aussi des bénéfices du numérique et ce que ça peut apporter dans différents domaines. Enfin, on finira par des conclusions et des recommandations sur ces sujets. Donc, l'hygiène numérique, qu'est-ce que c'est? Alors, une définition simple de l'hygiène numérique, c'est le fait d'utiliser le numérique de manière à nuire ni à soi, ni aux autres. Ça englobe en fait toutes les bonnes pratiques pour utiliser de manière équilibrée et saine les nouvelles technologies numériques qui sont euh, très présentes dans nos vies maintenant, dans toutes les strates de la société. L'hygiène numérique, ça va de la protection des données personnelles à la gestion du temps d'écran, en passant par aussi la navigation sécurisée sur Internet. Et ça joue un rôle essentiel pour préserver à la fois son bien-être physique, mental et social dans un monde qui est de plus en plus connecté. Nous, on va spécialement faire le focus sur le temps d'écran. Le temps d'écran, vous vous en doutez, donc c'est le temps qu'on passe devant les écrans, mais il faut englober vraiment tous les écrans, à savoir les smartphones, tablettes, téléviseurs, jeux vidéo, ordinateurs, consoles, tout ce qui est un écran en fait. Et il y a le concept de média numérique aussi qui est important, parce qu'un média numérique, c'est un contenu stocké et transmis sur les appareils électroniques, mais ça peut être à la fois du texte et de la vidéo, de l'audio, juste du son, dès qu'on utilise en fait un appareil électronique. Du coup, pour vous donner quelques chiffres clés sur les jeunes enfants et le numérique, donc là vous avez une évaluation en fait des différents temps d'écran de différents enfants. Donc ces enfants, c'est 18 000 enfants en fait qui ont été suivis au cours d'une étude longitudinale réalisée par Santé publique France, qui au cours des années a mesuré les différents temps d'écran de 2013 à 2017 sur les mêmes enfants. Elle est parue assez récemment, cette étude, même si les chiffres sont déjà un peu anciens. Mais il montrait que les enfants de 2 ans consommaient en moyenne du coup 56 minutes d'écran par jour. À 3 ans et demi, c'était plutôt de l'ordre d'1h20 et à 5 ans et demi, on atteignait 1h34. Donc c'est à mettre en regard en fait avec les recommandations en santé publique qui sont des recommandations issus de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, et qui disent qu'un enfant avant 3 ans, il ne devrait pas être exposé à aucun écran. Et puis 1 heure, en fait, de 3 ans à 5 ans par jour, c'est le temps limite, en fait. Ce qui est donc intéressant de voir, c'est que déjà, ces recommandations ne sont pas du tout respectées. Et un point intéressant de l'étude, c'est que malgré tous les nouveaux écrans, smartphones, et tablettes, l'écran principal visionné par les jeunes enfants, ça restait la télévision. À savoir que cette étude, elle est très intéressante parce qu'elle suit du coup les mêmes enfants au cours du temps et elle montre en fait qu'il y a une persistance en fait du temps d'écran au cours du temps. C'est-à-dire que les enfants qui consommaient plus d'écran à 2 ans sont globalement les mêmes qui consomment plus d'écran à 5 ans et demi et, euh, et de même pour ceux qui en consomment moins. Oui. Maintenant, si on s'intéresse aux plus grands, les enfants de 7 12 ans, et qu'on cible la consommation juste Internet, donc pas les consoles de jeux vidéo, pas la télévision, on voit que les 7 12 ans consommaient 9 heures par semaine d'Internet et que dès qu'on passe aux 13 ans et plus, on arrive sur près de 18 heures d'Internet. Ça, c'est un sondage qui est plus récent, qui est un sondage Ipsos Connect, Ipsos Junior Connect, pardon, de 2022. Et qui est intéressant parce qu'il pointe tous les nouveaux usages qui sont faits avec le digital. Donc pour les jeunes enfants et les digital natives, comme on les appelle, ceux qui sont nés de la génération avec directement les écrans dès leur naissance,
Ils ont du coup la VOD, la vidéo à la demande sur Internet avec Netflix, Amazon, Disney, mais aussi la possibilité de suivre leurs stars ou des personnalités publiques avec YouTube, Twitch, des plateformes aussi plus sociales comme bien sûr les réseaux sociaux qu'on connaît tous, Facebook, Instagram, TikTok pour aussi les plus jeunes et des plateformes comme Discord. Mais ce sondage Ipsos Connect, malgré qu'il pointe des chiffres toujours plus importants de consommation d'Internet, il montre qu'en fait les moins de 20 ans restent pour autant fidèles à la lecture et que ces chiffres, les temps de lecture en fait n'ont pas trop changé depuis les 20 dernières années, pour les jeunes en tout cas. Maintenant parlons des effets sur le développement cognitif. Donc le développement cognitif, déjà qu'est-ce que c'est? Donc le développement cognitif, ça se réfère à la croissance et à la maturation de processus mentaux chez les individus. Ce développement est très important dans les premières années de la vie. Il se fait en parallèle avec des processus biologiques dont j'avais parlé dans un précédent webinaire. Et ça s'achève à 25 ans. Enfin, ça s'achève. Le cerveau finit de maturer à 25 ans. Donc, c'est pendant les premières années de la vie que ce développement cognitif est le plus important, avec des fonctions qui se mettent en place telles que la perception, la sensorialité, mais aussi la mémoire, la résolution de problèmes et aussi tout un ensemble d'acquisitions, que ce soit le langage, la lecture, des compétences académiques liées aux mathématiques, et globalement une compréhension du monde. Donc, il y a beaucoup d'études sur le sujet, et la littérature scientifique, ce qu'elle pointe, c'est que de 0 à 2 ans, les effets sont surtout négatifs. Les effets des écrans sur les enfants sont négatifs, en particulier sur du coup ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont les fonctions de haut niveau, comme le raisonnement, la planification, l'inhibition mais aussi le langage et l'attention. À partir de 2 ans, ça switch dans le sens que les enfants commencent à comprendre le contenu éducatif télévisé. Il y a des études euh, de sciences cognitives qui montrent que avant 2 ans, il est compliqué pour un enfant de faire la distinction entre réalité et ce qui est perçu sur les écrans. À partir de 2 ans, les enfants commencent à comprendre le contenu éducatif télévisé. Donc à partir de cet âge, de 2 à 5 ans, la télévision, qui reste du coup le média le plus regardé par cet âge-là, euh, est en fait à la fois porteur d'effets positifs et à la fois porteur d'effets négatifs. Et cet impact cognitif, du coup, il dépend du type de programme, bon, de l'âge des enfants également, comme je vous le disais, du contexte social dans lequel ils sont regardés, et aussi du caractère interactif. Donc ce caractère interactif, je vais m'attarder un peu dessus, ce qui est très important. C'est le fait que la guidance parentale est très importante autour du numérique. C'est là qu'on a de l'interaction avec les parents et les enfants autour du numérique. Et il y a une étude qui montre très bien ça, c'est que les jeunes enfants qui discutent rarement ou jamais des contenus qu'ils voient, qui consomment le numérique de manière assez isolée, ils ont 6 fois plus de risques de développer des troubles primaires du langage. Alors, pourquoi ce risque de développer des troubles primaires du langage? Bah, c'est causé par le manque d'interaction entre les individus à cause des écrans. Parce que ce soit les enfants qui consomment le numérique de manière isolée ou les parents qui n'interagissent plus avec leurs enfants, il y a un manque en fait des interactions entre ces individus qui est primordial pour le développement cognitif d'un individu. Et un enfant, on peut avoir l'impression qu'une vidéo est interactive pour lui, parce qu'il y a à la fois du son et de l'image, une histoire, et des éléments parfois très complexes dans une vidéo. Mais en fait, elle n'est pas si interactive que ça, parce que l'enfant n'a pas de feedback. Même les contenus éducatifs peuvent manquer de ça, peuvent manquer de feedback, contrairement à une interaction avec un réel être humain ou une activité sociale comme un jeu ou une lecture d'histoire, où on a en fait un feedback constant avec son interlocuteur. Donc, pour continuer sur les effets des écrans et du numérique, si on passe au plus grand et qu'on cible par exemple les réseaux sociaux qui sont très utilisés par les adolescents, mais de plus en plus aussi par les enfants, puisque l'usage des réseaux sociaux commence de plus en plus tôt, année après année, on peut cibler plusieurs problèmes. La littérature on a ciblé beaucoup, mais on va dire que le plus prépondérant, c'est la dépression. En deuxième vient les problèmes alimentaires et suivi par des problèmes psychologiques divers, que ce soit l'anxiété, la dysmorphobie, des problèmes comportementaux. Il y en a tout un tas. Donc, on va faire un peu le focus sur la dépression. Et
particulièrement voilà, sur le temps d'écran et la dépression chez les jeunes. Donc, pour les enfants plus jeunes, il y a une étude qui montre une forte association entre symptômes dépressifs et activités récréatives sédentaires devant un écran. Donc, les adolescents, étonnamment, sont moins vulnérables alors qu'ils consomment plus d'écran que les jeunes enfants à ces impacts sociaux cognitifs. Et vous avez là la méta-analyse de Liu qui date de 2016 et qui comprend en fait 127 000 enfants parce qu'une méta-analyse, c'est un regroupement de plusieurs études. Cette méta-analyse est très conséquente parce qu'elle regroupe de nombreuses études et au total, il y a un échantillon de 129 000 enfants dans cette étude. Et là, ce que vous voyez, c'est la courbe du facteur de risque de dépression en fonction du temps d'écran par jour. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le risque le plus élevé de dépression commence à partir de 2 heures par jour, où on voit une courbe qui monte jusqu'à des risques très élevés pour 5 heures d'écran par jour. Et vous avez en fait un temps d'écran par jour où le risque est le plus bas, c'est 1 heure par jour. En dessous de cette heure, vous avez un risque qui est un peu plus élevé qu'autour de 1 heure par jour. Alors, c'est à tempérer cette étude parce qu'elle dépend à la fois des usages. Ça semble plus marqué quand, enfin, les facteurs de risque de dépression, pardon, sont plus marqués quand l'utilisation d'un ordinateur est faite. Et aussi, il est compliqué de vérifier l'étiologie, la causalité de cette dépression ou de cet état dépressif parce que il est possible que l'état dépressif antérieur chez les jeunes conduise à consommer plus de temps d'écran. Donc, toujours toujours très compliqué de faire la part des choses entre les causes et les conséquences. Je vais passer à un autre aspect qui est le numérique et l'activité physique. Donc, toujours en lien avec la santé mentale quand même, les enfants qui pratiquaient davantage d'activité physique et qui pratiquaient moins d'activité numérique avaient une meilleure santé mentale pendant l'épidémie de Covid-19. Et on voit qu'en fait, l'activité physique est protecteur sur la santé mentale en comparaison avec les activités numériques. D'autres problèmes reliés à l'activité physique, c'est le risque accru de surpoids et d'obésité qui est dû au fait que quand on utilise des écrans, la plupart du temps, c'est associé à de la sédentarité. Un autre point tout autre, c'est la dégradation de la qualité de sommeil et déséquilibre du rythme circadien. Parce qu'en effet, il y a de nombreuses études, c'est devenu assez connu que les écrans perturbent le sommeil, notamment les écrans qui sont consommés juste avant le coucher, qui peuvent vraiment avoir des effets très perturbateurs. Enfin, vous avez une augmentation et une aggravation des myopies qui a été constatée en lien avec un temps d'écran plus élevé. Et cette augmentation et cette aggravation des myopies, elle est liée aussi à un manque d'exposition à la lumière naturelle qui entraîne, elle, des vrais changements métaboliques, des changements biologiques, notamment sur des voies de neurotransmetteurs et des voies hormonales comme la sérotonine et la dopamine. Et c'est plus ou moins lié à cette aggravation des myopies, mais aussi à d'autres problèmes physiologiques et tout le rythme circadien également. Un dernier aspect sur les risques et dangers du numérique que je voulais évoquer, c'est l'addiction numérique. Donc, l'addiction numérique, c'est considéré vraiment comme une addiction au même titre que les drogues, le tabagisme, les jeux d'argent. L'addiction aux jeux vidéo est même rentrée dans le DSM-5, qui est la classification de tous les troubles et maladies mentales. Et quand on prend dans une étude très bien réalisée où on voyait des enfants qui avaient un temps d'écran très élevé et une utilisation d'appareils numériques très élevée, on mettait en parallèle en fait des comportements impulsifs. Et c'était notamment lié au delay discounting. Donc, le delay discounting, pour vous l'expliquer simplement, c'est le fait qu'on va privilégier des plaisirs instantanés plutôt que des récompenses à long terme. Donc, pour illustrer ça, typiquement, un enfant qui préfère jouer aux jeux vidéo tout de suite plutôt que faire ses devoirs, parce que le jeu vidéo lui procure un plaisir instantané, à l'inverse des devoirs qui permettront une bonne situation sociale, des bénéfices économiques plus tard.
Et ce daily discounting, en fait, il est directement lié au contrôle de soi. Donc ça, le contrôle de soi, c'est très variable selon les individus. Ça se mesure avec des questionnaires ou des tests neuropsychologiques. Et du coup, il était complexe en fait de faire le lien avec le domaine académique parce que même chez des enfants qui ont des consommations importantes d'appareils numériques et de temps d'écran, certains ont un très bon contrôle de soi et arrivent à faire la part des choses et à prioriser quand même les devoirs. Néanmoins, ces comportements impulsifs ont été très largement remarqués chez les enfants qui consomment beaucoup les écrans et les appareils numériques. Maintenant, pour temporiser, je vais passer à des bénéfices et des perspectives qu'offre le numérique pour ne pas dresser un tableau tout noir non plus de ce que permettent toutes ces nouvelles technologies. Donc, les outils numériques peuvent combiner de nouvelles façons des sujets très complexes que sont les sciences et les mathématiques avec des nouvelles façons de présenter, nouvelles façons d'interagir aussi. Et du coup, les enfants peuvent appréhender des concepts quand même complexes et abstraits grâce aux outils numériques qui peuvent visualiser les choses autrement. Pour des matières académiques qui sont plutôt littéraires, on dira, comme la géographie, les arts, la linguistique, ces matières peuvent également devenir plus attractives par le biais d'applications ou d'interventions autour du numérique. Et après, je voulais parler aussi d'un point qui est intéressant, c'est des jeux numériques et éducatifs très créatifs qui améliorent la capacité des enfants à résoudre des problèmes. Ça, c'est donc une étude de Benamia, mais c'est tout un pan de la littérature qui est sur ces sujets qui s'appelle le computational thinking ou la pensée informatique. Et c'est, pour faire simple, le computational thinking, c'est transposer la façon de réfléchir dans la programmation informatique à la résolution de problèmes. Et ça a été corrélé à des très bonnes performances de résolution de problèmes, voire à des meilleurs résultats académiques, la façon d'utiliser et d'apprendre le computational thinking. Je voulais maintenant parler d'un autre aspect qui est plutôt ciblé sur les enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est que tous ces bénéfices que je vous ai parlé pour l'apprentissage et l'éducation, on peut les retrouver d'autant plus chez les enfants souffrant de troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, ça comprend les troubles de l'attention, les troubles du spectre autistique, les troubles spécifiques des apprentissages, comme la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie. Et chez les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, on a pu voir dans de nombreuses études les bénéfices du numérique. C'est-à-dire que déjà, on peut personnaliser euh, aux besoins des enfants TND, comme on les appelle, avec des outils numériques plus adaptés, que ce soit pour la lecture, pour la dyslexie. Il existe de nombreuses applications qui permettent aux enfants de mieux lire plus rapidement, d'adapter le texte à la façon dont lit un dyslexique. Ça peut être très intéressant. Sur le côté motivationnel, comme pour les autres enfants, mais d'autant plus chez les enfants TND, les jeux et les applications interactives, elles peuvent aider à motiver les jeunes pour l'apprentissage, l'éducation. L'accès à distance, c'est aussi un point important pour les jeunes TND parce qu'elle permet plus de flexibilité pour des enfants qui ont des contraintes d'agenda, notamment à cause des praticiens de santé, de leur éducation qui peuvent être adaptées. Et pour finir, je parlerai de la facilitation de la communication. C'est que la technologie, elle peut pour des enfants TND être un vrai interface avec les familles, avec les professeurs, avec les autres individus, notamment pour les jeunes autistes qui ont souvent un attrait très particulier pour les nouvelles technologies, qui peuvent s'exprimer plus facilement à travers elles en fait. C'est toujours à tempérer, parce que il y a une étude qui montre que chez les familles où il y a des jeunes autistes, les parents ont des avis très différents sur ces nouvelles technologies et peuvent penser qu'elles tendent à enfermer d'autant plus les jeunes dans leur monde et dans des univers du coup numériques et loin de la réalité. Hum, Là, je vais vous parler du numérique et du phénotypage digital. Donc, ça concerne toujours les bénéfices du numérique et ce que ça peut apporter. Et c'est du coup particulièrement intéressant pour les enfants souffrant de troubles du neurodéveloppement, parce qu'avec les outils numériques, on peut faire de la détection précoce pour les troubles du neurodéveloppement.
En fait, on peut utiliser des métriques plus agnostiques, que ce soit la détection du déplacement des yeux, qui est très révélatrice de potentiellement troubles du neurodéveloppement, ou à analyser d'une nouvelle façon les capacités cognitives, comportementales et émotionnelles des enfants pour aider à un diagnostic plus rapide et plus accessible. On peut les suivre en plus au cours du temps pour voir leur évolution, la symptomatologie, comment elle évolue, et on peut personnaliser les interventions pour adapter les thérapies aux besoins des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc ça reste très intéressant, le numérique, pour aider au diagnostic. Je voulais parler des inégalités liées au numérique, parce que le numérique est très souvent accompagné de promesses sur l'accessibilité, le fait que Internet rende accessible la connaissance à tout un chacun. Mais le numérique, il reste à surveiller de près parce qu'il est en fait capable d'accroître les inégalités. On parle de fracture numérique. Donc là, je vous ai pointé quelques aspects que relevait l'étude Santé publique France dont je parlais tout à l'heure, qui montre qu'en fait, les élèves de minorités et de classes socio-économiques moins élevées ont tendance à avoir moins accès à des ressources d'apprentissage de qualité. Ils ont aussi moins accès aux ressources qui permettent de limiter le temps d'écran, qui permettent de modérer le contenu, d'avoir des contenus plus adaptés. Et notamment, les jeunes en fait issus de ces milieux défavorisés, ils consomment plus de médias. C'est chiffré, ils sont du coup plus affectés aussi par tous ces aspects négatifs qu'on a pu voir dans la première partie du webinaire. Pour finir, je voulais vous parler de recommandations. Donc, les recommandations c'est autour du numérique, elles sont nombreuses, elles commencent à être connues, parce qu'elles sont de plus en plus diffusées. Vous avez peut-être déjà entendu parler des règles 3, 6, 9, 12, qui donnent en fait des temps d'écran et des recommandations pour chaque âge, de 3 ans, de 6 ans, 9 ans, 12 ans. Elles sont très semblables aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais on en trouve en fait de différents types de recommandations. Elles sont adaptées aussi aux différents pays. Elles sont dures à suivre. J'ai mis ça tout de suite pour déjà déculpabiliser aussi les parents qui peuvent être culpabilisés par ces recommandations assez strictes. Et pour ça, j'ai une étude à l'appui qui montre que donc 24,7% des enfants de moins de 2 ans ne sont pas exposés aux écrans. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les recommandations de l'OMS, il ne devrait pas y avoir d'enfants de moins de 3 ans qui soient exposés aux écrans. Donc, il y a tout juste un quart là des enfants de cette étude qui sont dans les recommandations de l'OMS. Et c'est pas beaucoup mieux pour les enfants de 2 à 5 ans parce qu'ils sont 35,6% à être exposés moins d'une heure par jour. Donc, toujours pas la moitié des enfants qui répondent à ces recommandations de l'OMS. Ces recommandations de l'OMS, je vous invite à les regarder. Elles sont on les trouve en ligne très facilement. Donc, c'est des recommandations plutôt sur limiter le temps d'écran, sur choisir le contenu. Mais il y a des recommandations aussi que j'ai trouvées pertinentes, c'est peut-être pas celles auxquelles on pense le plus, mais que les écrans ne doivent pas être utilisés pour calmer les enfants. Ça, c'est un vrai point qui est un peu une solution de facilité qui est très utilisée pour calmer les enfants. Et par exemple aussi, il y a au fait sur l'omniprésence des écrans, la réduire au maximum, c'est-à-dire que par exemple éteindre la télévision qui tourne en fond, euh, et après bien sûr inclure des applications pour limiter le temps d'écran et des applications de contrôle parental. Donc pour finir toujours sur ces recommandations, je vous soulève les 3 points majeurs en fait. Donc ce serait limiter, parce qu'il faut limiter ce temps d'écran qui est dans tous les cas et dans tous les âges est trop élevé. Sélectionner, sélectionner comme on a vu tout à l'heure le contenu euh, qui est, euh, qui est délivré via ces écrans, parce que c'est là que se jouent beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait potentiellement des bénéfices, même sur les capacités langagières. Il y a des contenus éducatifs qui permettent d'améliorer les capacités langagières. Il y a des études qui le montrent assez bien. Mais du coup, il est très important de sélectionner et de ne surtout pas exposer les enfants à un contenu qui n'est pas adapté à leur âge. Et le dernier point, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je reviens dessus, c'est interagir. C'est-à-dire que vraiment, rien que s'intéresser au contenu que visualisent les enfants, que ce soit leurs jeux vidéo, s'intéresser aux jeux auxquels ils jouent, jouer avec eux, savoir ce qu'ils regardent sur TikTok, s'y intéresser également, rien qu'en parler et faire en fait du numérique une activité sociale, ça change tout le paradigme. Et je vous ai mis en dernier
sortir dehors. Donc il y a des études qui montrent assez bien que sortir dehors, c'est une ressource sous-utilisée parce qu'en fait, la nature est pour le coup très valorisée sur les études de santé mentale. On montre que les activités en extérieur sont très bénéfiques pour la santé mentale. Et dans une ère où les jeunes sont de plus en plus connectés, ça paraît de plus en plus important de souligner ce point. Pour aller plus loin, je vous ai mis du coup le baromètre du numérique édition 2022 qui se trouve facilement en ligne, qui est en fait un ensemble de chiffres très importants. Parce que là, je vous en ai donné quelques-uns, c'est compliqué de s'y retrouver, mais avec ce baromètre, vous avez vraiment tous les différents usages du numérique en France qui ont été chiffrés. C'est très intéressant. Et vous avez un livre que je recommande qui est La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger, donc qui est un livre très alarmiste sur lequel il faut tempérer parce que de toute façon, on a très peu de recul en fait sur les effets long terme de ces nouvelles technologies, vu qu'on a la première génération de digital native qui arrive à peine à l'âge adulte. Donc, on est toujours très perdu dans les résultats des différentes études qui peuvent montrer des effets positifs et d'autres effets négatifs. Et son livre reste pour le coup très intéressant. Il en a fait un second qui s'appelle Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. Si vous retrouveriez la bibliographie que je peux vous fournir, il suffit de me la demander par mail ou dans le chat. Donc, c'est toutes les études que j'ai utilisées pour la création de ce webinaire. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir